en territoire inca. Tacna, 24 mars 1952. Une fois réglées les formalités du consulat et des douanes, nous avons fait un tour en ville. Elle est des plus pittoresques et très différente d'Arica, située à quelques kilomètres seulement plus au sud. L'influence quechua ou aymara est particulièrement visible dans de multiples aspects de la vie quotidienne. À mesure qu'elle se rapproche de la périphérie, les rues principales se transforment en ruelles qui s'innuent entre les petits jardins maraîchers. Comme dans la civilisation inca, on ne trouve nulle part de clôture grillagée. À la place, ce sont des rangées de roseaux, de grenadiers ou de figuiers qui servent à délimiter les différentes parcelles privatives. En chemin, nous avons croisé plusieurs femmes indiennes montées à dos d'âne et vêtues de costumes traditionnels que nous n'avions jusqu'alors vus qu'en photo ou lors de fêtes folkloriques. Jupes larges, ponchos et chapeaux melons. Elles emportaient au marché les produits de leur récolte: pastèques, citrouilles, bananes, poivrons, ocumos, etc. Nous nous sommes gavés de figues et de raisins, mais les grenades nous réservaient une mauvaise surprise, car elles semblent être la nourriture préférée des oiseaux de la région. Ils dévorent l'intérieur du fruit par un petit trou imperceptible, laissant intacte son enveloppe extérieure. Sicuani, 30 mars 1952. Nous sommes au poste de la garde civile péruvienne, à attendre que quelqu'un nous emmène à Cusco. Je me sens heureux, quoique nerveux, car je vais enfin voir par moi-même la vie d'exploité que mènent les Indiens Quechua, mais aussi les merveilles de la civilisation inca. Je vais enfin découvrir, sans passer par les textes d'Inca Garcilaso ou par les romans de Ciro Alegria, ce qui reste du royaume inca et de ses splendeurs, détruit par l'avidité de Pizarro et de l'Empire espagnol, aujourd'hui exploité par les propriétaires terriens péruviens. Pour essayer d'apaiser mon esprit, je me suis assis avec mon journal et j'ai repris le récit de notre voyage. Le 24 mars, au moment où nous nous apprêtions à sortir les billets froissés que j'avais jalousement rangés avec mon pistolet, un jeune Indien est venu nous prévenir qu'un sergent que nous avions rencontré se plaignait de douleur et nous demandait de venir l'examiner. Nous nous sommes occupés de lui, lui avons fait une injection de papavérine et avons un peu joué les psychothérapeutes. Bientôt, il s'est senti mieux. Peu de temps après, un autre sergent qui prenait la relève nous a proposé de rester au poste, d'y manger et d'y dormir jusqu'à ce que nous puissions partir pour Cusco. L'extraordinaire personnalité du bonhomme n'a pas tardé à se faire jour. Il a commencé à évoquer les beautés du Pérou et de ses ruines incas d'une façon qui décupla notre enthousiasme. Mais ses tournures de phrases étaient si affectées, et il saupoudrait son discours de tant de termes obscurs sans rapport avec le sujet, que nous éprouvions quelques difficultés à le suivre. Parfois, incapable de trouver le mot exact, il stoppait net, attendait qu'il lui revienne, puis il nous mitraillait à nouveau de ses gongorismes. Fusser et moi sommes restés debout aussi longtemps que nos forces nous le permettaient, piquant fou rire sur fou rire. Enfin, nous sommes allés dormir un peu. Le 25, nous avons attendu quelques heures en agréable compagnie. Les deux sœurs d'une famille japonaise que nous avions rencontrées dans la matinée et qui ont sauté malgré nous leur déjeuner. C'est un de leurs amis qui devait nous conduire jusqu'à Tarata, une étape importante dans notre voyage vers le lac Titicaca. Au début, la route nous rappela le paysage du nord du Chili, mais à mesure que nous montions, les montagnes passaient de sablonneuses à rocheuses et prenaient une teinte cuivrée caractéristique des Andes que nous connaissons. Les collines se sont peu à peu couvertes de cactus, puis d'espénilos et de poivriers, ensuite d'arbustes à fleurs jaunes, et enfin, toutes les collines sont devenues verdoyantes. Cette couleur dans le paysage me remplit d'une joie et d'une euphorie indicibles. Nous nous sommes arrêtés dans un village nommé Estac. S'il est un endroit où la civilisation aymara existe encore, c'est bien là, que ce soit dans l'architecture, les costumes ou les mœurs des habitants. La véritable ascension a commencé au sortir du village. Les montagnes se sont faites plus abruptes et leur versant en pente douce s'est transformé en un pic abyssal
au fond duquel on apercevait la cascade écumeuse d'un torrent. Nous avons bientôt vu de grandes chutes d'eau qui coupaient la route tous les 2 ou 3 kilomètres. Puis ce furent les premières cultures à flanc de coteau. Elles sont presque perpendiculaires, les unes par rapport aux autres, mais réparties en terrasses, elles permettent aux Aymaras de cultiver des patates, du maïs, des poivrons, etc. Les terrasses sont des petites plateformes horizontales dont la terre est retenue par des sortes de murets de pierre. Elles forment un ensemble à la fois intéressant et ravissant à voir. Chaque terrasse agencée symétriquement aux autres offre une nuance de vert différente, rehaussée d'une touche de couleur par les femmes indiennes aux tenues chatoyantes qui y travaillent. Le maïs cultivé ici doit être génétiquement identique à celui qui poussait en Amérique avant la découverte. Il se caractérise par une enveloppe violet sombre qui protège le fruit et un épi blanc avec de grandes traînées mauves. Nous nous sommes ensuite rendus dans un village indigène traditionnel, avec ses maisons basses et ses rues étagées, les unes pouvant surplomber les autres d'une trentaine de mètres. À l'entrée du village, on trouve des canaux aménagés au-dessus de la route qu'ils traversent dans des aqueducs formés par des troncs évidés. De tous les hommes voyageant dans le camion, nous étions les seuls à avoir des ancêtres européens. Les autres étaient tous issus d'une lignée Aymara. En les observant, je ne pouvais m'empêcher de songer aux gauchos des tableaux de Molina Campos. Peau cuivrée, nez plat et épaté, pommettes saillantes, quelques minces moustaches, bouche épaisse, petits yeux semblables à certains yeux d'asiatiques. Tous étaient pauvrement vêtus, pieds nus ou chaussés de sandales. Et tous, sans exception, mâchaient de la coca depuis le début du voyage. Loin d'être fuyants et hostiles, comme le veut le préjugé, ils n'ont pas cessé de nous parler et de rire avec nous. Certes, la plupart d'entre eux ne parlaient pas espagnol, mais ceux qui le pratiquaient ne se faisaient pas prier pour répondre à toutes nos questions. Nous sommes arrivés à Tarata, en Aymara, route qui part en fourche, vers 17 heures. Pendant quelques instants, nous avons admiré un splendide contraste. La petite ville luisait au soleil qui nous tapait sur le crâne, et quelques kilomètres plus loin, nous voyions de la neige tomber. Un spectacle peu commun. En cherchant un endroit où passer la nuit, nous sommes tombés sur un groupe de jeunes appelés en train de jouer au basket-ball. Nous nous sommes approchés, et malgré les 2400 mètres d'altitude du village, qui, selon les experts, auraient dû nous empêcher de fournir le moindre effort, nous nous sommes joints à eux, sans jamais éprouver le manque d'oxygène. Pelao ne semblait même pas se souvenir de son asthme. Le camion-bus est parti pour Ilave, le lendemain matin, à 3 heures. Le moteur s'est mis à rugir, et le véhicule a commencé à grimper. Le froid était insoutenable. Les 2 premières heures de trajet furent ennuyeuses, mais vers 5 heures, le soleil s'est levé sur les crêtes couvertes de neige des contreforts des Andes. À nouveau, plus aucune trace de végétation. La montagne est recouverte d'une sorte de mousse, qui a la consistance du bois et dont les gardiens de troupeaux de lamas et de vigognes se servent pour se chauffer. Nous avons atteint Ilave, le village le plus élevé de la région, à près de 4800 mètres au-dessus du niveau de la mer. La route était déjà tapissée de neige. Les cristaux de glace scintillaient tels une myriade de diamants minuscules. Tout le paysage offrait un camélieu de bleu, de la pâleur de la neige aux nuages légèrement plus sombres, teintés par la chaleur du soleil, du bleu clair des collines au bleu profond du ciel. L'éventail de couleurs et leurs combinaisons sont stupéfiants. Lorsque nous avons franchi la dernière des collines enneigées, les nuages formés par l'évaporation de la neige étaient déjà énormes. Leur teinte bleue contrastait avec le rouge cuivré des collines épargnées par la neige, mais tachetées par le vert des mousses. Un spectacle très différent du précédent, mais non moins magnifique. Au sommet de la route, un tertre constitué d'un empilement de centaines de petites pierres était surmonté d'une croix en bois. En passant devant, la plupart des passagers du camion-bus ont craché dehors, un autre s'est signé. Je me suis penché vers celui qui s'était révélé le plus instruit et lui ai demandé ce que cela signifiait. Il m'a expliqué que le tertre est une apacheta et que tout voyageur qui le croise doit y laisser une pierre, laissant ainsi derrière lui, symboliquement, ses chagrins, ses maux, son amertume. À bord du camion,
Le plus simple était de cracher, car dans le crachat se trouve tout le mal que nos compagnons de voyage portent en eux. Et la croix? Ai-je demandé. Le prêtre l'a mise là, pour semer le trouble dans l'esprit des Indiens. Il m'a expliqué comment le prêtre fait un amalgame de religion à partir de la croix et de la pacheta, en vue de tromper les Indiens pour, en fin de compte, les faire passer pour catholiques. De cette façon, il peut se vanter de diriger une paroisse de plusieurs milliers d'ouailles, alors qu'en réalité, il croit toujours à Pachamama et Viracocha sous d'autres apparences. Je suis resté longtemps à méditer sur la beauté et la poésie de la Pacheta, et à songer aussi au comportement criminel des prêtres et à cet Indien, humblement vêtu, nourri encore plus humblement, qui venait de m'expliquer ce phénomène historique et social en si peu de mots, avec une clarté et une pénétration qu'un professeur bien mis et très bien payé lui aurait envié. C'est l'une des facettes de la médaille, ai-je pensé. La beauté d'un paysage, et cet homme capable de se dresser face à l'adversité, mais il y a le revers. Le reste des passagers du camion, cette masse informe d'Indiens somnolents, une race à qui on a inculqué 5 siècles durant qu'elle était inférieure aux autres, une race de vaincus tout juste bons à servir d'esclaves et à s'abrutir de coca et d'alcool. Ils sont tellement habitués à être maltraités et humiliés que lorsque nous sommes montés dans le camion, incapables de voir quoi que ce soit, car il faisait trop sombre, nous avons marché sans le faire exprès sur des hommes recroquevillés par terre, sans qu'aucun d'eux ne profère une plainte ou une parole menaçante. Nous étions déjà arrivés sur le haut plateau, qui est assez semblable à la région précédant la Patagonie. Des montagnes formant de véritables amphithéâtres romains, encerclant des plaines couvertes de hautes herbes sauvages où viennent paître des troupeaux de lamas, alpagas et vigognes. Cette région, remplie d'animaux et arrosée par le fleuve Wank, où les truites abondent, m'a donné envie de faire le même voyage avec mes frères, en caravane, pour tout admirer et pêcher, chasser. Ce serait merveilleux. Le 26, nous avons commencé à suivre les rives du lac Titicaca. Il était 18 heures lorsque nous avons fait notre entrée dans Puno, et nous nous sommes aussitôt précipités vers le lac, comme si nous craignions de le voir disparaître. Il nous a d'abord paru minuscule, mais ce que nous avions sous les yeux était en réalité une crique, une petite baie du lac, qui s'étend entre les péninsules de Capachica et Chuswito. Nous avons escaladé le promontoire de Chuswito, et là, à nos pieds, se déployait le célèbre lac, immense, silencieux et paisible. Pour Pelao, comme pour moi, c'était l'un des jalons importants de notre périple. Le prochain n'est pas très loin, c'est le Machu Picchu. Je me sentais si exalté, et Pelao aussi. Nous avons échangé une poignée de main, sans dire un mot, jusqu'à ce qu'Ernesto, comme en réponse à une question, déclare: Fidèle à nos principes, déterminé. Nous avons réussi, Alberto. Je ne répondis rien, car il avait tout dit. Mais j'avais bien l'intention de rester un homme de principe et de détermination. Le 27, nous sommes retournés au lac, car nous souhaitions y naviguer en bateau, mais cela se révéla impossible. Nous n'arrivions pas à nous faire comprendre des pêcheurs que nous avons croisés. Dans l'après-midi, nous nous sommes rendus au dispensaire de l'UNICEF, qui vient de lancer une vaste campagne de désinfection pour éradiquer la malaria. En discutant avec le médecin de garde, j'ai appris qu'un spécialiste de la lèpre travaillait à Cusco, un docteur Hermosa, dont j'avais fait la connaissance en 1950 lors d'une conférence sur la dermatologie et la syphilis à Tucumán, en Argentine. Je décidai d'aller le saluer, curieux de voir quel accueil on me réserverait. Le 28, à 6 heures du matin, nous sommes montés dans un camion qui effectuait le trajet Puno-Juliaca. Il était bondé. Pourtant, à la sortie de la ville, grâce à l'art inimitable des chauffeurs de camions, véritables pionniers dans l'utilisation de l'espace interatomique, nous sommes parvenus à charger 20 cajots de patates, 5 barils et 4 ou 5 passagers supplémentaires.
Le paysage était plus aride qu'aux abords du lac, et son inclinaison vers la mer restreint l'apparition des pluies à la période estivale. En hiver, il gèle, mais il ne neige jamais. Le trajet fut difficile. Nous avons traversé des petites villes en pisé aux rues si étroites que le camion avait du mal à s'y faufiler. En arrivant à Juliaca, nous nous sommes, comme d'habitude, présentés au commissariat de police. Puis nous sommes allés déjeuner, le repas coûte 3 sols, et de retour, nous avons compris que nous ne pourrions voyager plus loin aujourd'hui. Peu de temps après, un sergent est entré dans le commissariat, saoul comme un coin, accompagné d'un officier lui aussi imbibé jusqu'à l'os. Après avoir copieusement juré et injurié ces hommes, il nous a soumis au même traitement. Mais nous lui avons joué un tour à notre façon, et il ne nous a pas fallu longtemps pour nous entendre comme larrons en foire. Il nous a proposé de partager un verre avec lui, et, à l'unanimité, nous lui avons emboîté le pas jusqu'à un bar à quelques mètres du commissariat. Le sergent a commandé une bouteille de pisco, et, pour montrer de quelle trempe il était, il a dégainé son revolver et a tiré en l'air. La balle a ricoché sur le plafond, puis sur l'un des murs, et est venue se ficher dans une table voisine. Comme on peut s'y attendre, nous n'avons pas trouvé ça très drôle. Pas davantage que le patron du bar. Bientôt, un capitaine de la garde civile fit son entrée et entraîna le sergent à l'écart pour une petite discussion en privé. Ce dernier me regardait et me demanda, avec des signes de complicité excessifs: Tiens, Argentino, il te reste des pétards? Bien sûr, je lui portai secours et répondis que non, il ne m'en restait plus, et qu'à vrai dire c'était moi qui les avais tirés. En même temps, j'adressai un signe au capitaine, comme pour lui dire: Je fais ça pour tirer cet ivrogne, votre subordonné, d'un mauvais pas. C'est à ce moment-là que nous avons entendu un camion klaxonner pour donner le signal du départ. Nous avons aussitôt saisi cette opportunité de nous éclipser. Le camion partait pour Cusco. Le chargement était plus hétérogène que lors de nos précédents voyages. Bien sûr, la majorité des passagers étaient indiens, Quechua plus qu'Aymara, mais il y avait aussi des métis ainsi que des gens de la côte, c'est-à-dire avec davantage de sang européen. Nous roulions depuis peu lorsque nous avons été surpris par la pluie. Nous avons rapidement tendu une bâche au-dessus de nous, car les passagers métis et européens commençaient à s'énerver, à crier et faire des histoires. D'un autre côté, en route vers Puno quelques jours plus tôt, les seuls autres passagers étaient des Indiens, un déluge s'était abattu sur nous et seuls leur majesté messieurs les Blancs avaient été priés de s'abriter dans la cabine, malgré la présence parmi les voyageurs de femmes, jeunes et vieilles, tout autant exposées que nous à la pluie. Malgré nos protestations et nos réticences, nous avions honte d'avoir la préséance sur des femmes. Nous avons fini par renoncer et rejoindre le chauffeur à l'intérieur. La pluie se transforma en averse de grêle qui, par chance, ne s'éternisa pas, car la bâche n'était pas en état d'y résister trop longtemps. La nuit tomba. Avec quelques types venus d'Arequipa, nous avons commencé à chanter, puis le pisco est passé de main en main pour chasser le froid, et je me suis essayé à mâcher de la coca, par curiosité. Pendant toute la durée de ce long trajet, des passagers montaient à bord, d'autres descendaient. La plupart étaient des femmes indiennes, avec leurs enfants. Une fois encore, je ne pus m'empêcher de les trouver adorables, elles et leur progéniture. Elles s'en occupent avec une tendresse que je n'ai vue chez aucun autre peuple. Elles jouent avec eux tout le temps et leur donnent à manger tout ce qu'elles peuvent, jour et nuit. Leurs petits paraissent insatiables. Le paysage par ici ressemble beaucoup au nord de la Patagonie, haut et moyen plateau entourés de collines. On voit ça et là des troupeaux d'alpagas, mais plus encore des lamas et des moutons. On m'a expliqué qu'alpagas et vigognes ne peuvent vivre qu'à très haute altitude, où l'herbe est très drue. S'ils paissent où l'herbe est trop tendre, leurs dents risquent de trop pousser, comme il arrive aux castors. De nouvelles pluies nous accueillirent à l'aube. Mais ce qui me gênait le plus, c'était la nausée que j'éprouvais depuis que j'avais mâché de la coca. Nous sommes arrivés à Sikwani. Comme toutes les villes de la Sierra, elle s'organise autour d'une petite place bordée par l'église et les bâtiments municipaux. À côté, se trouve le marché où, dans un brouhaha de vocifération, les indiennes, assises devant des marmites fumantes, vendent de la soupe, des bouillons au piment, des épis de maïs, du manioc bouilli
et toutes sortes d'autres aliments dont la plupart nous étaient inconnus. Après avoir déjeuné, nous sommes partis à la recherche d'un logement pour la nuit au poste de police. Comme d'habitude, notre demande a d'abord été reçue avec suspicion, mais plus les policiers nous ont laissé parler, plus nous avons gagné leur confiance, de sorte qu'ils ont fini par nous proposer de revenir dans la soirée pour dîner et dormir au poste. En sortant, nous nous sommes promenés dans la ville et avons rencontré un homme complètement fou. Il prétendait être le descendant des derniers chefs de la région. Il nous a invités à venir prendre un thé chez lui et à écouter quelques-unes de ses compositions pour flûte. Mais le morceau qu'il a commencé à jouer était si médiocre que même Pelao s'en est aperçu. Nous avons fini notre tasse de thé et avons pris congé rapidement. Tout en continuant de nous promener en ville, nous faisions des projets concernant un certain voyage en caravane. Nous sommes encore au poste de la garde civile, attendant d'un moment à l'autre le départ pour Cusco.